Et pour garantir les emplois post-formation, ISMEF Academy règle le problème grâce au bureau de l'emploi qui assure votre insertion socio-professionnelle. ISMEF Académique est situé en Kouaban au lieu dit 11 Marais et répond au numéro de téléphone 650 29 25 29 ou alors 658 86 84 82. ISMEF Académique, un jeune, une formation, un emploi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur BNews 1. C'est bien sûr votre programme Obama Time qui démarre. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19 au Cameroun avec une question fondamentale. Le confinement est-il envisageable? On note de nombreux cas dans les centres agréés au Cameroun et surtout le nombre de décès qui va crescendo. On essaiera au cours de ce programme de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, quelle riposte le gouvernement camerounais doit-il mettre en place. Que dire du vaccin qui est annoncé dans les prochains jours au Cameroun? Les mesures mises en place par le passé ont-elles été efficaces? Doit-on réellement tirer la cote d'alarme alors que les chiffres sont pour certains relativement bas concernant les décès lors de la précédente vague donc, du Covid ou de la Covid-19 au Cameroun. On verra également les conséquences sur le plan économique demain, toujours sur ce même plateau. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus des mesures qui ont été prises par le gouvernement et surtout des premiers chiffres que nous enregistrons pour cette deuxième vague. Ils seront 4 avec nous sur le plateau. 3 répondent déjà présents, reste attendu donc le professeur Eugène Sobgui, qui est le vice-président du comité scientifique de lutte contre le Covid au Cameroun. Mais le ministère de la Santé est représenté par le docteur Marilène Kémé. Elle est chef centre adjoint du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, anciennement chef adjoint du CSPP, centre spécialisé de prise en charge des patients atteints de Covid au stade militaire de Yaoundé. Docteur Kémé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Obama, bonsoir chers copanélistes et à tous nos téléspectateurs. Comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes maintenant au centre à l'hôpital central de Yaoundé. Toujours. Quelle était la situation ce jour à l'hôpital central de Yaoundé? Eh bien, nous sommes en alerte. Tout simplement, nous sommes en alerte parce que nous sommes inquiets. La deuxième vague qui faisait semblant d'aller vers le bas est en train d'aller vers le haut. Quand on dit en alerte, combien de cas vous avez eu aujourd'hui à l'hôpital central? Je ne peux pas parler du nombre de cas parce que l'hôpital central de Yaoundé n'est pas un centre de prise en charge, mais au niveau de l'hôpital, des mesures ont été prises pour renforcer plus que jamais les mesures barrières, c'est-à-dire que lavage systématique des mains, port du masque. C'était un peu, on avait un peu, relâché un peu de la vigilance par rapport à ces mesures-là, mais on a redoublé d'efforts par rapport à ces mesures. Merci beaucoup. On reviendra à vous tout à l'heure. On accueille d'abord le docteur Albert Zé, il est économiste spécialiste des questions de santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Obama. Comment vous allez? Je m'accroche. J'ai appris que vous étiez un peu souffrant, je vois que ça commence à... C'est pas le Covid au moins? Non, pas du tout. Ah, d'accord, merci d'être avec nous. Il est fort possible que vous reveniez demain parce que demain on évoquera les conséquences économiques du Covid au Cameroun. Olive Atangana est journaliste diplômée de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Elle est repartie à l'école pour se spécialiser en questions sanitaires. Olive, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Obama. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Comment se porte votre blog? Bon, le blog va bien. C'est vrai que pour nos téléspectateurs, il y a certains qui ne savent même pas ce que ça veut dire un blog. C'est quoi la différence entre un site internet, un blog et peut-être une page Facebook? Alors, un blog, c'est son journal personnel dans lequel on met tout ce qui est information. Mais aujourd'hui, il y a quand même un débat. Le débat aujourd'hui, c'est la différence. Qui est blogueur, qui est journaliste? Qu'est-ce qu'on met dans le blog? Est-ce que ce sont des billets de blog? Enfin,
comment on appelle le contenu qu'on met dans le blog. Est-ce que ce sont des billets de blog ou ce sont des articles journalistiques? Donc, c'est la réflexion qui est en train d'être menée aujourd'hui et voilà. Mon blog, c'est l'urgentiste.com, comme vous le savez, que j'anime. Scientiste.com. L'urgentiste.com. L'urgentiste.com. Voilà, que j'anime encore pour le moment seul. C'est un semi-site en fait, donc semi-site, semi-blog que je vais développer davantage plus tard. D'accord, merci d'être avec nous. Allons retrouver Delphine Asiga pour le sommaire de cette édition en espérant que d'ici là on sera retrouvé, du moins le professeur Sobgi va nous retrouver. Le sommaire du programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Obama Time. Au sommaire, il y a presque un an, en mars 2020, le coronavirus fait son entrée officielle au Cameroun. Une armada de mesures gouvernementales est mise en place dans l'optique de riposter à la pandémie qui met à genoux le monde entier. Des mesures qui ne vont pas pour autant empêcher la propagation du virus responsable de la COVID-19. Au sortir de l'année 2020, le ministère de la Santé publique du Cameroun, via le centre de collecte des données, annonce un taux de guérison élevé à 95%. Une gestion de la pandémie appréciée par l'Organisation mondiale de la santé. À l'aube de 2021, le coronavirus semble essoufflé, mais n'a pas disparu. À travers le monde, l'on parle de nouvelles souches, ce qui réveille de nouveau la question du vaccin. Aux États-Unis, par exemple, considéré comme le pays le plus endeuillé par la pandémie, l'on enregistre pas moins de 1000 décès en 24 heures. L'Union européenne, quant à elle, a passé la barre de 500 000 morts le 5 février dernier. Pour ce qui est du continent africain, 97 décès ont été enregistrés dans la journée du lundi 22. Au Cameroun, on a enregistré une recrudescence de la pandémie. D'après Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, le pays a détecté 2355 nouveaux cas depuis le 9 février. Des chiffres qui élèvent le bilan officiel à 33 749 cas recensés, 523 décès et 31 362 guérisons. Alors, comment comprendre l'urgence de vaccins pour l'Afrique et le Cameroun? Pourtant, les chiffres sont moins alarmants sur le continent. Le vaccin anti-Covid-19 est-il une nécessité absolue? Le choix du vaccin AstraZeneca, dont les premières doses seront introduites au Cameroun dans les prochains jours, n'est-il pas un risque au vu de la controverse qui règne autour du vaccin britannique? Obama Time apporte des éclaircies sur ces problématiques. Bonne émission. Retour sur le plateau, donc merci à Delphine Asiga pour ce sommaire. On parlera beaucoup plus des mesures à prendre pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun. Je réitère que le professeur Eugène Sobgu est toujours attendu. Il nous a donné son accord. D'ailleurs, on a dû avoir l'accord des responsables de la communication pour qu'il soit là. Il nous a rassuré qu'il sera là. Malheureusement, on espère qu'il va nous retrouver. Docteur Kémé, quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le Covid ou la Covid-19? C'est vrai que on s'embrouille un peu entre là et le Covid-19. Je dirais le Covid-19 pendant toutes les missions. On a vu le ministre de la Santé hier chez nos confrères de la CRTV qui était alarmiste, qui parlait d'une cote d'alerte et qu'il fallait peut-être se ressaisir et respecter les mesures barrières qui ont été éditées. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui le gouvernement à communiquer de nouveau sur les cas de Covid? Je dirais que le ministre n'est pas alarmiste, mais il est plutôt réaliste. Et il est en train de parler d'une réalité qui est inquiétante, de plus en plus inquiétante. Parce qu'en réalité, la seconde vague avait commencé à petits pas, à bas bruit, mais de plus en plus, il y a une recrudescence des cas et surtout chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont contaminés et qui malheureusement décèdent. Donc aujourd'hui, on parle plus tellement de personnes. Bien sûr, les personnes fragiles sont toujours fragiles, elles sont toujours plus susceptibles de contracter ce virus, etc. Mais, et d'ailleurs, après la première vague, on a remarqué que les personnes fragiles, les personnes d'un certain âge, ont conservé le port du masque de manière systématique dans les mariages, dans les funérailles, etc. Contrairement aux jeunes qui se sont dit, ok,
le Covid-19 est terminé, donc on peut vaquer à nos occupations. On a recommencé la surcharge dans les transports, les bars ne désemplissent plus, etc. Donc tous ces comportements-là sont des comportements à risque. On peut contracter des maladies respiratoires, dont le Covid-19. Alors, quand on parle des jeunes, c'est quelle tranche d'âge déjà? Les jeunes, c'est jusqu'à 50 ans, on va dire. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes vieux. Je suis seulement en train de dire. On parle des jeunes qui sont, du moins actuellement, positifs au Covid. C'est de ça qu'on parle. Oui, donc, quand on parle plus sérieusement, quand on parle de jeunes, c'est véritablement un contingent qui est encore actif dans la société sur le plan du travail et qui n'a pas de maladie chronique véritablement connue. Est-ce que le Cameroun est prêt? Parce qu'on sait qu'après la première vague et après la baisse de certains chiffres, les centres qui ont été mis en place par le gouvernement ont été démantelés. C'était le cas du centre du stade militaire de Yaoundé, le centre de Orca. Aujourd'hui, ce sera quoi? On va recommencer à zéro s'il y a vraiment une recrudescence comme celle qui est annoncée. Il faut refaire le stade militaire, il faut refaire Orca. Qu'est-ce qui est prévu? Je pense que la particularité de nos dirigeants, c'est d'avoir une stratégie qui s'adapte à toutes les circonstances. Parce qu'on a bien vu qu'à la première vague, il y a eu une chute de la courbe. Et donc, il fallait adapter la réponse. Il fallait démanteler, donc, par exemple, certains sites, parce que tous les sites n'ont pas été démantelés. Au niveau de Yaoundé, par exemple, il y a un seul site qui a été conservé, le site de Orca, qui à ce moment-là... Il a été conservé, le site de Orca? Oui, le site de Orca est à présent à Yaoundé le seul site de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Donc, il y a ce centre-là qui est spécialisé en ce qui concerne leur prise en charge. Le stade militaire a été démantelé aux raisons de ce qu'on a vu une baisse donc, de la recrudescence des cas et on avait également la préparation des compétitions sportives. Donc, ce sont les raisons qui ont poussé le gouvernement donc, à démanteler, par exemple, le stade militaire. Maintenant qu'on voit qu'il y a une résurgence des cas, on va adapter également la réponse. C'est-à-dire qu'au niveau des formations sanitaires, on fait beaucoup plus attention, on tire la sonnette d'alarme, il y a des petits séminaires de sensibilisation, etc. Il y a par exemple des émissions comme celle-ci pour sensibiliser la population, pour leur dire que, écoutez, on a dit qu'il y avait baisse, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et maintenant, continuons à faire attention pour qu'on ne se retrouve pas dans une hécatombe comme on le voit dans... On va passer la parole aux autres, mais quelques questions encore pratiques avant pour vraiment élargir le débat. Hier, le ministre a annoncé que 5% des lits étaient occupés par des patients. Les 5%, je pense qu'ils représentent ceux qui sont déjà testés positifs au Covid. Est-ce qu'on devrait avoir peur si seulement 5%, ce n'est que 5% quand même, des lits qui sont occupés? On devrait vraiment avoir peur? Je pense que même s'il y a un seul malade, on doit avoir peur. Voilà. Parce que dans le mécanisme de transmission, on a vu qu'une seule personne peut contaminer 3 personnes. Oui. Donc, s'il y a une seule personne qui est malade, on doit avoir peur. Et surtout si elle décède, on n'a pas besoin qu'un proche décède quand même. Donc, vous semblez dire tout à l'heure qu'on a l'impression que le taux de mortalité est plus élevé. Du moins, ceux qui sont testés positifs, on a l'impression que cette fois-ci, ils meurent plus. La souche actuelle, je présume que vos tests sont sérieux. Est-ce que c'est la souche mutante? Est-ce que c'est celle qui est originelle? Vous avez quand même travaillé là-dessus? Il y a des travaux qui sont en cours là-dessus. On ne sait pas encore. On ne peut pas encore se prononcer là-dessus. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle ressemble vraiment à la situation qu'on avait en mars. Donc, c'est pour ça que nous sommes inquiets. La seule différence, c'est que cette fois-ci, c'est plus mortel. La mortalité est plus élevée. On ne peut pas encore se prononcer par rapport à la mortalité qui est élevée. Il y a une mortalité, certes, mais il faut dire qu'il y a quand même eu un relâchement des mesures. D'accord, c'est compris. Docteur Albert Zé, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement camerounais est prêt à répondre à une résurgence? Certains n'hésitent pas, on entend ci et là, qui se posent des questions sur la fiabilité d'abord des chiffres donnés par le ministère de la Santé. 1, 2, des tests eux-mêmes. On a encore en mémoire ce qui s'est passé avec l'équipe de la République démocratique du Congo, où les tests avaient été contredits quelque temps après par des contre-tests. Alors, ce que moi je pense sincèrement, c'est que tout a été faussé dès le départ. C'est-à-dire que
nous ne pouvons pas déjà parler de deuxième vague sans toutefois parler déjà d'un certain bilan de ce qu'on appelle aujourd'hui première vague. Parce que moi, j'estime qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent une première vague. Nous sommes dans la première vague de Covid depuis 2020. Et je le dis pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est retrouvé dans une situation où le gouvernement a cessé volontairement de communiquer. Et lorsque vous regardez, parce que aujourd'hui on parle généralement du pic qui avait été estimé à un moment donné, mais il n'y a eu aucune condition scientifique pour estimer un pic. Ça, il faut le comprendre que scientifiquement, ça obéit à un certain nombre de conditions. Et ça n'a pas été respecté. Donc, toutes les mesures qui ont amené à ce que nous puissions avoir une première vague qui a été nommée première vague n'ont pas été respectées. Tout simplement parce que on a vu à un moment donné le gouvernement même qui a relâché complètement la situation. Ne plus communiquer sur des chiffres fait effectivement office de la fin d'une pandémie. Et il faut comprendre une chose, c'est que lorsque nous sommes dans une situation de crise sanitaire, les informations qui sont divulguées, qui sont partagées au sein de la population font partie justement donc des premières mesures à prendre, parce que cette population est la première, les premiers producteurs de leurs soins. C'est-à-dire que ceux qui doivent normalement mener la première partie de leur prise en charge, c'est-à-dire que la prévention. Donc, quand ils n'ont pas ces informations, ça veut dire qu'à partir de ce moment, ils ne peuvent pas se prendre en charge eux-mêmes. Voilà pourquoi on a vu le relâchement des mesures barrières, où nous avons pratiquement à Yaoundé, et je posais justement la question à l'époque pour dire comment est-ce que lorsque la situation va redevenir compliquée, on va pouvoir convaincre les gens de reporter les masques et de faire autre chose. Parce que volontairement, le gouvernement a cessé de démontrer en quelque sorte qu'il y avait une difficulté. Ça, c'est l'une des choses. Et maintenant, il faut comprendre que dans la gestion des crises, et je l'expliquais déjà en février 2020, que certes, l'Afrique a une situation assez faible, mais ça ne peut pas rester comme ça tout le temps. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous regardez les histoires de crises sanitaires, il y a souvent un changement de rythme à un moment donné. Si ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui effectivement continue, ce sera effectivement ce que je disais, qu'il fallait prendre des mesures qui permettaient de contrôler la chose à un niveau où on ne devrait pas se surprendre aujourd'hui en disant que la situation est en train de nous échapper. Nous avons eu deux situations qui étaient favorables à nous. La première, c'est que lorsque la crise a commencé chez les autres, nous avons eu 2 mois et demi pour se préparer, pour faire une riposte adaptée et qui pouvait effectivement être, contextualisée à l'environnement socio-économique de notre pays. Nous ne l'avons pas fait. Ça, il faut qu'on le dise clairement, nous ne l'avons pas fait. Parce qu'aujourd'hui, si nous questionnons les mesures de riposte, aucune mesure de riposte n'a été respectée au Cameroun. Tout simplement parce qu'il y a eu un décalage entre ceux qui ont produit la riposte et ceux qui devaient être les consommateurs de la riposte. Ça, il faut bien comprendre. Décalage, quel décalage? C'est-à-dire qu'on a eu un plan de riposte qui a été mis en place par le gouvernement, mais qui a écarté non seulement le personnel de santé, mais également la population. C'est-à-dire que on a eu un plan de riposte qui s'est imposé à la population, et à ce moment, quand vous étiez sur le terrain, j'essayais de faire des petites études dessus que je publiais de temps en temps, les gens n'étaient pas réceptifs parce qu'ils ne se sentaient pas impliqués. Pas concernés. Exactement. Donc, du coup, ça a été l'un des premiers problèmes. Et pour résoudre ce problème, généralement, dans la gestion des crises, c'est que lorsque nous avons eu les 2 mois et demi d'avantage par rapport aux autres, on aurait dû commencer déjà, on aurait dû commencer à éduquer la population sur les questions de la maladie. Ce qu'on n'a pas fait. C'est lorsque la maladie a commencé effectivement à être positive chez nous, qu'on a commencé à faire un certain nombre de communications qui restaient encore quand même limites. Donc, on a raté ces étapes qui ont fait que, à un moment donné, nous n'avons pas pu rattraper la chose. Mais nous avons eu une deuxième occasion, c'est que
je pourrais dire entre juillet, entre août et l'organisation du CHAN, nous avons une situation suffisamment relative. Et à partir de ce moment, j'ai l'impression qu'on a tout relâché et on a pensé que tout était fini et personne n'a plus parlé effectivement non seulement du plan de riposte, mais également de la maladie. Je prends ici un exemple simple. Vous avez vu comment tout le monde a repris dans les surcharges, alors que le plan de riposte est toujours en vigueur. Vous avez vu les regroupements qui sont aujourd'hui à plus de 50. Le plan de riposte reste toujours en vigueur. Vous avez vu par exemple comment ça se passe dans les marchés et tout le reste. Donc, le CHAN même a été exactement. Donc vous voyez que en quelque sorte, on ne peut pas à un moment donné faire semblant tout le temps. C'est-à-dire que faire semblant d'apporter une solution alors que ce n'est pas ça qu'on veut véritablement faire. Le gouvernement a réellement eu beaucoup d'échecs dans la riposte contre le Covid au Cameroun. Parce qu'à un moment donné, ils disent quelque chose et ce n'est pas ce qui est fait sur le terrain. Ce qui est quand même bizarre dans l'affaire, c'est qu'on peut parler de l'échec de la riposte, mais les chiffres qui sont relativement bas laissent l'impression que la riposte a été, du moins... Non, pas du tout. Je continue à dire ici qu'il n'y a aucune corrélation scientifique entre le plan de riposte et les chiffres qui sont bas. Parce que il faut savoir que pour avoir un effet, il faut bien d'abord que le plan soit adopté par ceux qui doivent normalement l'adopter, la population. Vous ne pouvez pas me dire qu'aucune mesure n'a été respectée et que ces mesures-là ont finalement eu des faits. Il n'y a aucune relation scientifique et personne ne l'a jamais prouvé. Olive, oui, monsieur Baba. La situation actuelle, est-ce qu'elle devrait inquiéter? Est-ce qu'on devrait se ressaisir, respecter les mesures barrières? Il y en avait 13, je pense, éditées par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Elles n'ont pas été complètement désactivées. Elles ne sont plus respectées, mais depuis quelques jours, il y a la sonnette d'alarme qui est tirée par le gouvernement et qui demande aux uns et aux autres de faire attention. Le Covid est toujours parmi nous et il faut respecter les mesures barrières. Alors, je pense que c'est vrai que j'ai du mal à cerner la question, mais on a tous noté une recrudescence des cas. On a par exemple 180 districts de santé sur 190 qui sont en épidémie. On a 2200 cas actifs. On a plus de 1000 personnels de santé, les soldats qui sont au front, qui sont infectés. On a le trio de tête. On a le centre, on a littoral dans une certaine mesure, l'ouest, le centre. Là, ce sont les chiffres du ministère de la Santé. Ça, ce sont les chiffres du dernier SICREP. Le docteur peut me corriger, voilà. Ce sont les chiffres du dernier SICREP. Donc, on a une situation, on se retrouve aujourd'hui un peu dans une situation un peu inquiétante. D'ailleurs, les autorités sanitaires n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le gouvernement a contribué... Vous avez finalement saisi ma question. D'accord. Le gouvernement a contribué à un relâchement général des mesures barrières. Comment vous pouvez expliquer? Je prends un exemple simple. Le masque qui est un outil de communication. Parce que quand on porte le masque, ça renvoie le message de attention, il y a le danger est permanent. Mais le masque qui est un outil de communication a été abandonné par la quasi-totalité de la population et surtout des membres du gouvernement. Parce que vous prenez des événements où vous voyez certains ministres arborer le masque, d'autres qui n'arboraient. Donc, c'était devenu quelque chose de facultatif. Or, c'est un outil de communication. L'autorité qui devait veiller au respect des mesures barrières a démissionné de son rôle. A complètement démissionné de son rôle. On a vu, je l'ai dit, des concerts populaires. On a vu des regroupements. Au palais des sports. Je ne voudrais indexer personne, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, parce que si il faut parler de Fally Ipupa au palais des sports, on va dire pourquoi il y a eu Fally Ipupa au palais des sports. Je ne voudrais pas entrer dans ce détail, mais je dis il y a eu des concerts populaires. Il y a eu le CHAN. Oui, aujourd'hui on célèbre le CHAN. C'était une belle fête sportive, une réussite. Mais alors, quelles sont les conséquences de ce CHAN aujourd'hui? C'est en partie la recrudescence de ces cas. Quelles sont les conséquences du CHAN? On a observé
Des gens qui s'alignaient, on a dit oui, on respecte les mesures barrières, on impose 25% de taux d'occupation des stades. Mais quand on s'agglutinait pour entrer au stade, est-ce qu'on respectait réellement les mesures barrières? Quand on s'agglutinait dans les débits de boissons pour suivre les matchs, est-ce qu'on respectait les mesures barrières? Est-ce qu'il y avait l'autorité pour dire, écoutez, il faut respecter les mesures barrières? Il n'y avait pas. Oui, on va dire que c'est d'abord une question de discipline personnelle, mais l'expérience a montré que ça marche quand il y a un organe de régulation. Et cet organe de régulation, c'est qui? C'est l'autorité qui a malheureusement démissionné de son rôle. Faut pas du ministère de la Santé. Pas seulement le ministère de la Santé, parce que, voilà, c'est aussi un autre problème, pas seulement le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on a l'impression que la lutte contre le Covid-19, ce n'est qu'une question du ministère de la Santé. Non, il y a le ministère des Transports, par exemple. À quel moment on a dit, bon, voilà, on a retrouvé des agents qui veillaient au port des masques dans les agences de voyage, dans les gares routières? On n'a pas vu. À quel moment on a vu de grandes campagnes de sensibilisation des ministères, par exemple des femmes, pour dire, écoutez, ce sont les femmes qui peuvent également nous aider, mieux nous aider. Donc, la lutte contre le Covid-19 est une lutte multisectorielle. Malheureusement, ce n'est que le ministère de la Santé qui est mis en avant. Je ne sais pas pourquoi. C'est là-bas qu'il y a eu, c'est eux qui ont reçu de l'argent pour ça. Je ne sais pas. On en parlera certainement dans une autre. Demain, on en parle demain. Tout le monde a reçu de l'argent insuffisamment. Donc, vous pensez que c'était un travail qui doit être synergie, qui aurait dû être... Voilà, c'est un travail qui aurait dû être mené en synergie parce que il n'y a pas que le ministère de la Santé, il y a le ministère des Transports, comme je l'ai dit, il y a même les autorités de maintien de l'ordre. D'ailleurs, je prends un exemple, j'aime prendre cet exemple depuis avant-hier, c'est celui de Menganga. Alors, depuis hier, le sous-préfet, lui, il a décidé de mettre en prison toute personne qui ne va pas respecter les mesures barrières. Qui ne porte pas un masque. Qui ne porte pas un masque. Il a décidé de fermer toute agence ou toute boutique qui n'aura pas un seau d'eau et du savon pour se laver les mains. Donc ce sont des petites mesures comme ça. Et il se fait accompagner par qui? Pas les autorités, pas les forces de maintien de l'ordre. À quel moment on a vu les forces de maintien de l'ordre veiller? On a recommencé à surcharger de manière enfin, impunément. Et ça se passe sous le nez des policiers. C'est quelque chose de reconnu. Le surcharge est devenu quelque chose de normal. On a repris avec nos habitudes. Alors, aujourd'hui, de quoi devrons-nous plaindre? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait se plaindre de ce que les gens n'ont pas respecté les mesures barrières ou alors de ce que l'autorité qui était chargée de veiller n'a pas efficacement fait son travail? Il y a eu des avancées, oui. On a décrit au départ une situation, le gouvernement qui tardait, qui avait une riposte tatillonne, mais qui s'est beaucoup améliorée, mais à la fin qui a relâché. Et ce relâchement nous est fatal aujourd'hui. Docteur Kémé, allez-y. Qui me paraît extrêmement pertinent. La santé, c'est la responsabilité de tous. C'est d'abord ça. En temps normal, quelqu'un vient à l'hôpital quand ça fait déjà très mal, quand tout ce qu'il a pris à la maison n'a pas marché. Ça, c'est le comportement type du Camerounais. Donc, d'où vient-il qu'avec le Covid-19, ce comportement va changer? La sensibilisation, c'est vraiment la sensibilisation de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut responsabiliser la personne. Parce que dans le processus de soins, il y a le soignant, il y a le soigné. Il faut qu'il y ait adhésion des deux. Il faut que le soignant soit responsable, soit conscient qu'il a une partie de lui-même à donner dans le processus de guérison. C'est très important. Et maintenant, pour rebondir sur ce que notre cher ami a dit tout à l'heure, en mars, quand on a commencé, il y a eu ce qu'on appelle une grosse psychose. Donc, tout le monde avait peur, même ceux qui n'avaient pas le Covid avaient peur de venir à l'hôpital parce qu'ils se disaient que si je vais à l'hôpital, je vais attraper le Covid. Cette grosse peur qu'il y avait au sein de la population a entraîné comment on appelle ça, des licenciements, des expulsions de locataires, etc. etc. Parce que à cette époque-là, il y avait les équipes mobiles qui allaient faire ce qu'on appelle l'extraction. Donc dès qu'on appelait, il y avait un fameux numéro qu'on appelait, il y a un cas suspect ici, etc. etc. On voit une équipe mobile. Donc dès qu'on voit les gens en cosmonaute extraire une personne, un voisin, c'est la stigmatisation.
qu'on a connu des gens qui sont venus, plus on dit qu'on ne veut, ils ne veulent pas entendre parler de l'équipe mobile parce que on a loué son voisin, les voisins sont venus dire que si le bailleur ne le met pas dehors, après ça, eux tous y partent. Ce sont des histoires réelles. On a eu des gens qui ont été expulsés simplement parce qu'ils étaient malades. Donc il ne faut pas qu'on perde. Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'à un moment donné, on a arrêté un certain matraquage dans la communication, arrêté de faire une communication qui ressemblait beaucoup à une observation médicale. Donc c'était vraiment dans le détail, à dire que tel, donc à quelques secondes près, à quelques lignes près, on reconnaissait qui est malade. C'est pour ça qu'il y a eu relâchement selon vous? Je suis en train de dire que relâchement au niveau de la communication. Le relâchement au niveau de, je parle bien de la communication, parce que la communication au départ, elle était déjà inexistante pratiquement à un moment donné, parce qu'on ne parle même plus de relâchement. Je parle de la communication quand elle existait, c'est-à-dire que quand on communiquait quasiment tout le temps. Et à côté de cette communication-là, il y avait donc les actions. Et une action qui me revient à l'esprit, on est en train d'échanger pour comprendre les éléments de ce relâchement et les éléments de peut-être la prudence, de ce que j'appellerais la prudence du gouvernement. Parce qu'à un moment donné, les gens nous sommes vous et moi, on est là dans ce qu'on appelle la communauté. Il y a des informations qui remontent, qui disent qu'écoutez, on en a marre, laissez-nous avec vos cosmonautes, si on doit mourir, on va mourir. Okay? Parce qu'à un moment donné, c'est juste des éléments comme ça pour dire qu'il ne faut pas quand même balayer du revers de la main tous les efforts qui ont été faits, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits. Okay? Et je dois dire que le Covid-19, c'est une nouvelle maladie. Ce n'est pas que le Cameroun est dernier dans la prise en charge, ou bien premier, ou bien quoi que ce soit, mais je veux dire que le monde entier, en réalité, s'est réveillé en décembre 2019 devant ce nouvel ennemi. Et il y a donc tout le monde s'est mis en bras, les scientifiques, le personnel soignant, etc., pour trouver une solution pérenne à cette maladie. Il y a quand même des questions qui reviennent. C'est vrai, vous ne voulez pas répondre à la question de l'arrêt total de la communication. Il y a eu relâchement, mais après, il n'y avait plus rien. Pas de communication. Le ministre est passé plus à la télé ou à la radio pour dire s'il y a un nombre de cas. À 18h30, il passait toujours. À 18h30, tous les jours. Du moins là. Peut-être pas tous les jours, mais il y avait... Olive, vous avez été invité à une communication à l'époque? Non. Tout s'est arrêté, hein? Tout s'est arrêté. Il y a eu démantèlement du site du stade militaire. Je voudrais ajouter que les points de presse, par exemple, qui étaient quotidiens, sont devenus hebdomadaires. Voilà. Pourquoi? Donc ça veut dire que tout ne s'est pas arrêté. On est bien d'accord. Parce que là, vous avez dit tout s'est arrêté. Non, quand on parle de tout s'est arrêté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je prends l'exemple du ministre, excusez-moi de revenir là-dessus, qui nous avait habitués à ces tweets quotidiens où pratiquement chaque semaine, il y avait complètement plus de tweets, on n'avait plus rien. C'était le blackout communicationnel total. Donc après ça, on peut se dire qu'il n'y avait pas l'étude du ministre, mais on avait des points de presse quotidiens qui donnaient un peu la situation. Après, on a arrêté même de donner les chiffres. On a dit que non, on va donner les chiffres maintenant de manière hebdomadaire. Ce n'était plus de manière hebdomadaire, c'était quand on peut. Voilà, quand on peut. Et on a complètement arrêté de communiquer, docteur. Ça, il faut le reconnaître. On a complètement arrêté de communiquer. Vous parlez peut-être de prudence du gouvernement, mais cette prudence du gouvernement peut être perçue aujourd'hui, a été perçue, même pas que peu, a été perçue comme la fin de l'épidémie. C'est ce que le Camerounais lambda a perçu. C'est ce que le docteur disait, c'est-à-dire que si n'étant pas membre du gouvernement, ce n'est pas une affirmation. Donc, il ne faut pas... Non, mais je suis en train de dire que ce sont des pistes de réflexion, n'est-ce pas, pour comprendre je pourquoi prends un il y a détail eu ça. de ce que vous avez dit. Vous avez dit peut-être ça peut être une prudence du gouvernement. Je vous dis, cette prudence du gouvernement nous est fatale aujourd'hui, disons-le. Elle a été comprise au sein de l'opinion comme la fin de l'épidémie. Les gens vaquaient à leurs occupations, les gens surchargeaient, les gens allaient dans les bars sans que l'autorité ne dise écoutez, la maladie n'est pas finie. Il n'y a pas eu un chien de garde pour dire écoutez, il y a toujours le danger, il y a le virus qui circule toujours. C'est de ça qu'il est question, docteur. Alors, j'avais quelques questions avant de repasser au docteur. Vraiment, nous, on s'interroge, hein, nous sommes des observateurs. D'abord, on parle d'une maladie. Il y a eu un ramdam total sur la maladie, mais on se rend compte que les centres, les hôpitaux sérieux de Yaoundé ne sont pas agréés. Par exemple, l'hôpital de la Caisse.
de Yaoundé n'est pas agréé. Il y a quelques, en dehors des centres qui ont été aménagés pour recevoir de manière spécifique des malades. Il y a quelques centres qui sont... Pourquoi tous les centres ne sont pas agréés? On parle quand même d'une maladie grave qui est aujourd'hui à la une de tous les médias. Pourquoi on ne permet pas à tous les centres de pouvoir soigner cette maladie? J'ai parlé tout à l'heure de la psychose, la fameuse psychose. Parce qu'à un moment donné, l'une des informations en tout cas qui est sortie, c'est que le centre de prise en charge du Covid-19 se trouve à l'hôpital central. C'était en mars. La conséquence immédiate, c'est qu'il y a eu une baisse de la fréquentation drastique. L'hôpital central? Oui, à l'hôpital central. Parce que tout le monde avait peur de... Parce qu'on nous a dit que c'est à l'hôpital, on ne sait pas exactement où c'est. Donc vraiment, mon rhumatisme là va attendre que le Covid passe. Ok? On ne peut pas mettre en danger tout un pays. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a les mesures barrières. Dans chaque structure, à l'hôpital, la caisse, etc., vous allez voir ce qu'on appelle des pédulivres pour décontaminer les pieds. Il y a des points d'eau, il y a pour désinfecter les mains, etc., etc. Ça, c'est le basique en ce qui concerne la prévention. Parce que la santé, la prévention primaire d'abord pour éviter la survenue de la maladie. Maintenant, il faut des centres agréés pour la prise en charge spécifique du Covid-19 pour permettre aux autres patients de soigner leur maladie, parce que tout le monde n'a pas le Covid. Il y a également d'autres maladies. Et on a vu beaucoup de décès également dans cette période-là, de patients qui juste sont décédés par manque de prise en charge parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Combien de palu tu as en moyenne par an au Cameroun? Le nombre de personnes qui décèdent par an? Beaucoup. On est au-delà de 500? 500, en moyenne, on est 4000. 4000. 4000. 2019, 4000. C'est une question qui est... Si on a 500 personnes qui sont décédées en un an, 523, vous parlez de 23, oui. C'est ça? 523. En un an au Cameroun. Et on a 4000 personnes qui décèdent chaque année des palus. Pourquoi on est tant focus sur le Covid alors qu'il y a le palu qui tue plus que le Covid? C'est une très bonne question. On a vu dans ce qu'on appelle la physiopathologie, donc le mécanisme de développement de la maladie dans le corps. Le cours du Covid-19 est fulgurant. C'est très rapide. On n'a pas le temps de réagir ou de réfléchir. La personne est déjà décédée. C'est en fait ça. On sait que le paludisme tue plus que le Covid, etc., plein d'autres maladies, mais on se retrouve devant une maladie qui tue très rapidement et qui est contagieuse. Le paludisme n'est pas une maladie contagieuse. Par exemple, il y a un agent pathogène qui est la nouvelle femelle qui donc inocule son... C'est vrai que l'émission de ce juste pour sensibiliser, hein, parce qu'au fur et à mesure... Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire que... Parce que je me rends compte qu'il y a quand même des questions. Au sein de la population. Avant que le docteur Zéné reprenne la parole, il y a quand même des questions. Si on regarde ce qu'on a investi dans la lutte contre le Covid, si on investit autant d'argent pour permettre aux Camerounais d'avoir de l'eau, il y a beaucoup de maladies qui seraient, du moins on les aurait moins. Mais vraiment c'est quand même... Moi j'ai une question, je vous retourne une question. Est-ce que vous connaissez les chiffres de taux de mortalité aux États-Unis? Nous on parle du Cameroun. Vraiment non, juste comme ça pour faire clean, parce que j'ai l'impression que en même temps, on voulait sensibiliser, en même temps, c'est comme si c'est une chasse. Non, on sensibilise. Parce qu'on se pose des questions, posons-nous les bonnes questions. Oui. Et puis, en même temps, disons-nous que concentrons-nous sur des faits qui vont nous aider à avancer. Parce que, comme on a dit dans le domaine médical, on a posé le diagnostic, mais après, il faut soigner. Si on a posé le diagnostic, on a vu que si, voilà les problèmes, voilà les problèmes, voilà les problèmes. Maintenant, il faut résoudre le problème. Mais docteur, si vous allez à l'hôpital, vous avez mal à l'œil et le docteur vous dit que c'est plutôt la dent qui a un problème, vous pouvez également questionner le diagnostic du docteur. Et je vous dis que nous sommes au Cameroun. On a eu 523 personnes qui sont décédées. Oui. Et vous me dites que par an, il y a 4000 personnes qui décèdent du palu. Mais pourquoi on parle beaucoup plus du Covid que du palu? C'est la question. Elle est simple. Hein? Ça n'interdit pas de dire aux Camerounais qu'il faut porter les masques, qu'il faut respecter les mesures barrières. On discute. Vous avez parlé tout à l'heure de discussion. On est en train de discuter là. Je vous ai donné un élément scientifique. Bah, on va aux États-Unis. Hein? Que tout à l'heure. Non, avant de vous envoyer aux États-Unis, je vous ai donné un élément scientifique. Je vous ai parlé du cours de la maladie. La période d'incubation du Covid-19, la plus courte, c'est 3 jours. Et en 3 jours, un individu peut contaminer 3 personnes.
on est sur une maladie infectieuse qui est différente du paludisme, puisqu'on parle du Covid-19 et du paludisme. D'accord. Le paludisme n'est pas une maladie contagieuse. D'accord. Avant que le docteur Zé ne prenne la parole, je vais revenir aux tests de Covid. Ils sont fiables, vraiment, vos tests-là? Parce que quand j'écoute les chiffres d'Olive, vous avez parlé de combien de militaires contaminés là? Comment? Combien de militaires? Personnel de santé. Personnel de santé? 1100 personnes de santé. Oui. Est-ce que c'est vrai? Parce que 1146. vos tests là, parce qu'on a vu le cas de la RD Congo. On a dit qu'il y avait pratiquement toute l'équipe était décimée. Bon. Et À moins de 2 heures, les tests étaient tous négatifs. Bon, on pourrait peut-être penser que c'est juste pour les besoins de la cause, mais est-ce que les tests du Covid là sont valides? Est-ce qu'on étudie la véracité, l'authenticité des tests du Covid au Cameroun? Bien sûr. Il y a des éléments qui sont, des études même qui sont menées et au fur et à mesure, on rétrécit même les points de dépistage. En ce qui concerne par exemple les voyageurs, il y a un seul pôle de dépistage. Les voyageurs, oui. c'est lequel? Celui, le Baposi, le palais des sports. Il y a ceux qui vont au ministère des Relations extérieures. Je vois des gens là-bas qui font des tests pour voyager au ministère des Relations extérieures. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, je vous informe donc d'aller au ministère des Relations extérieures. Il y a des gens qui font des tests là-bas. Je voulais savoir. Je n'ai pas suivi le bilan de la couverture santé du CHAN. Mais on aurait quand même voulu que le ministre nous donne une explication sur ces tests qui ont été... qui n'ont pas vraiment servi l'image du Cameroun pendant le CHAN. Parce que si quelqu'un va faire un test, une équipe qui est en compétition internationale, et on nous dit que le test à question, quelques temps après vérification n'était pas bon, qu'est-ce qui nous garantit que les chiffres que Olive donne, vos chiffres que vous nous donnez au ministère de la Santé, qu'est-ce qui nous garantit que ces chiffres sont fiables? Bon, je pense que je ne suis pas ministre de la Santé, donc quand vous le verrez, lors d'une de vos émissions, je regrette bien vous lui poserez la question. Mais je me dis quand même que vous êtes ensemble là, au ministère de la Santé. Non, on n'est pas ensemble. Moi, je suis humblement un de ses collaborateurs. Je travaille donc dans un hôpital, en milieu hospitalier. Donc, c'est pas à moi Docteur, rassurez-moi que je suis pas bête. Les questions que je pose sont quand même logiques. Ce sont des questions très pertinentes et je pense que j'ai souvent évoqué ces inquiétudes depuis pratiquement un an aujourd'hui et peut-être même plus parce que ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que ce n'est pas seulement le cas de Covid que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une situation qui perdure dans beaucoup de maladies. Moi, je vais prendre ici l'exemple du paludisme où j'ai beaucoup travaillé. Je me suis rendu compte à un moment donné, lorsque je faisais une étude avec le Fonds mondial qui finance le paludisme, et qu'il y avait un souci de chiffres. Vous voyez, vous avez des entités dans le pays, vous partez par exemple collecter l'information au niveau du ministère de la Santé, vous avez une information sur un indicateur, par exemple la morbidité, le nombre de cas, on vous donne le chiffre. Quand vous allez au programme PALU, on vous donne un autre chiffre sur le même indicateur. Différent. Et maintenant, celui qui est censé compiler les chiffres, qui est l'OMS, vous donne un autre chiffre qui a été déclaré à ce niveau. Donc, c'est un malaise qui existe depuis dans notre pays, qui fait que on a toujours des chiffres qui sont toujours controversés. Et ce n'est pas avec la venue du Covid qu'on va justement changer tout cela. Vous pensez qu'on manipule les chiffres au ministère de la Santé? Je ne dirais pas avec exactitude que c'est manipulé, mais je fais le constat de chercheur que je suis en quelque sorte. Parce qu'il y a eu même, pendant la situation Covid, je ne sais plus en quel mois, où nous avons eu en une soirée, nous avons eu 3 sources différentes de nombre de cas. Ça a été quelque chose de très lamentable de voir cela, mais ce n'est pas surprenant parce que lorsque vous avez l'habitude de manipuler les chiffres sur la santé au Cameroun, vous allez vous rendre effectivement compte que c'est comme ça là que ça fonctionne. Donc, moi, j'ai toujours dit, j'ai de la retenue en quelque sorte sur la pertinence des chiffres, mais comme le gouvernement communique sur ces chiffres, nous donne ces chiffres, on n'a pas les moyens d'aller effectivement vérifier ce qui se passe derrière. On est obligé d'adopter ces chiffres. Mais il y a une chose également que j'ai souvent relevée, c'est que au départ, nous avons eu beaucoup de faux chiffres en quelque sorte.
j'explique ça tout simplement parce que le dispositif de dépistage avait des lenteurs. Au départ, je l'avais relevé, on avait un seul centre de dépistage qui était le centre Pasteur. Et quand vous savez comment le centre Pasteur est acculé, moi j'ai travaillé, j'ai passé quelques jours là-bas, j'ai travaillé là-bas. Donc je sais comment ça se passe. Il y a des gens qui décèdent, même qui laissent les examens en cours. Et qu'on a logé au centre Pasteur uniquement les tests de Covid, ce qui faisait que les chiffres qu'on avait généralement de façon journalière étaient des chiffres qui étaient déjà dépassés. En quelque sorte, c'était des gens qui parfois avaient déjà guéri au quartier, parfois avaient déjà distribué la maladie au quartier, parce que attendre pratiquement, c'était en moyenne, je pense, 10 jours pour avoir le résultat. Imaginez-vous, après 10 jours, vous avez déjà touché tout le monde au quartier, vous avez déjà infecté tout le monde au quartier. Donc, c'est pour cela que j'ai ce sentiment que nous avons fait semblant de riposter contre la maladie. Parce que si nous avons une situation aussi faible, ça veut dire que si nous avions été plus sérieux, nous n'allons même pas effectivement connaître cette maladie au rythme que nous sommes en train de la connaître aujourd'hui. Alors, maintenant, je voulais revenir sur autre chose tout à l'heure que le docteur disait, qu'effectivement, il y a eu une psychose. Mais le problème qui se pose ici, c'est que lorsqu'il y a psychose, dans ce genre de cas, il y a un problème très simple qu'il faut relever. C'est que nous n'avons pas justement appris des autres situations sanitaires. Nous avons vu dans des années, je crois 80-90, avec la venue du VIH-Sida, comment ça s'est passé. On devrait apprendre par ces expériences à pouvoir maintenir la peur dans la société. Ce qui n'a pas été fait. C'est pour cela que je disais que nous avons eu 2 mois et demi qui étaient à notre avantage, où nous avions eu l'occasion, parce que pour éliminer cette peur-là au niveau de la société, il faut éduquer la population. Cette population est restée, et ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'en créant les mesures de riposte, on a créé en quelque sorte la peur. En fait, on l'a amplifié, sachant déjà qu'on avait cette chaîne française qui tournait déjà en boucle la peur tout le temps, et que nous également, nous ne faisons rien pour baisser justement cette psychose avec des expériences passées. Parce que quand vous voyez par exemple des pays comme l'Inde, j'aime souvent prendre cet exemple, il y a un jeune homme en mars qui s'était donné la mort, juste parce qu'il avait cru qu'il avait le virus, faisant des symptômes, parce que vous savez que lorsque vous êtes déjà dans une situation de peur, vous pouvez faire des symptômes alors que vous ne faites pas la maladie. Donc, il s'est donné la mort, et à la fin, quand on a fait le test, on s'est rendu compte que le monsieur était négatif. Donc, il faut en quelque sorte qu'on ait des systèmes de santé qui permettent justement donc de pouvoir baisser ce niveau de peur. Et ce qui se passe chez nous, c'est quoi? C'est qu'on va toujours indexer la population en disant que c'est une population qui va à l'hôpital uniquement lorsque tout a été déjà essayé au quartier, ce qui est totalement vrai. Mais comment résoudre ce problème? La première chose qu'on dit, et ce n'est pas moi qui le dis, on dit que ce n'est pas l'homme qui va vers la santé, mais c'est la santé qui va vers l'homme. Alors, que fait la promotion de la santé chez nous? La promotion de la santé, c'est quoi? C'est tout cet ensemble d'éléments qui permet de donner des capacités aux populations de pouvoir se prendre en charge de manière préventive avant que la situation ne puisse être au niveau du système de santé. Nous avons une promotion de la santé qui est quasi inexistante. Je pourrais même dire inexistante. Absente. Absente, parce que c'est pas là, c'est pas la promotion de la santé qu'on aurait dû commencer pendant les 2 mois et demi que nous avons eu comme avantage sur les autres pays. Mais on n'a rien fait, on n'a vu aucune communication. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'interpellais le ministre sur Twitter pour lui dire, mais il nous faut au moins un spot TV qui permet d'éduquer déjà la population sur ce qui est en train de se passer. Parce que, on le dit chez le Bantou, lorsque ça brûle chez le voisin, il faut commencer à puiser l'eau chez soi. Et on n'a pas voulu le faire. Et on se rappelle même qu'en janvier, lorsque ça brûlait déjà chez les autres, nous on était en pleine campagne
électorale, on s'en foutait de pouvoir parler des mesures barrières et tout le reste. Du coup, on a laissé carrément la situation s'empirer et venir faire semblant après avec un plan de riposte qui n'était pas adapté. Olive, la question centrale ce soir est celle de savoir si un confinement est envisageable. Au rythme où vont les choses, est-ce que l'État camerounais, au-delà des 13 mesures présidentielles derrière lesquelles se cachent certains membres du gouvernement qui ne veulent pas faire leur travail, est-ce qu'on peut aujourd'hui logiquement entrevoir un confinement? Alors, je vais vous répondre de manière simple. Comment envisager un confinement avec une population jeune, avec une population jeune qui est, enfin, avec un taux de sous-emploi de 70%? C'est compliqué. Comment envisager un confinement avec un taux de pauvreté de 40%? Par exemple. Ce ne serait pas réaliste. Ce ne serait pas réaliste. Comment envisager un confinement avec près de 10% de la population qui est sans emploi? Je ne parle pas du sous-emploi, je dis qui est sans emploi. Comment envisager le Et ceux qui l'ont même sont dans l'informel. Voilà. Et dans l'informel, c'est pour Sous-emploi, sortir... 70% des jeunes sont en sous-emploi. Et 10% de la population, près de 10% de la population jeune est au chômage. 40% de taux de chômage. Comment envisager un confinement dans ces conditions? C'est difficile. Au-delà de ces paramètres économiques... Oui, j'en viens. Voilà, j'en viens. Sur les chiffres même du Covid, est-ce que c'est logique de parler de confinement aujourd'hui ou d'apeurer la population sur les chiffres qu'on a? Alors, je pense que le docteur est mieux. Je ne sais pas. Le Cameroun... Le docteur, elle a été abandonnée par le professeur Sogui. C'est difficile. Non, elle sera là. Le Cameroun est quand même le 16e pays africain qui a notifié le nombre le plus important de cas de Covid-19 devant la Côte d'Ivoire et le premier en Afrique centrale. Donc, je ne sais pas, c'est vrai que des médecins disent que c'est le nombre de morts qui fera peur aux Camerounais parce qu'on n'est qu'à 523, ça c'est ce que les médecins disent, on n'est qu'à 523, ça ne parle pas beaucoup aux Camerounais. Ça, c'est ce que les médecins disent, que si on atteint 1000 morts, je pense que ça va créer un choc auprès de la population, mais je ne pense pas qu'on devrait atteindre... 25 millions de Camerounais. Je ne pense même pas qu'on devrait atteindre 1000 morts. 30 millions. Si on a 30 millions, 500 personnes qui meurent, c'est combien pour cent? C'est 0,1 ou 2? Mais je pense qu'un seul décès, c'est suffisant. C'est suffisant. On a une seule occupation des lits de perds mon père... chiffres, hein? Non, mais attendez, vous êtes peut-être sur des chiffres, mais on parle des vies humaines. Ok, on a une collègue qui a perdu son papa. C'est pas drôle. C'est son père, elle a un seul père. C'est pas le père de. C'est seulement son père qui est décédé. Ce qui est incroyable avec Dr Kémé, c'est que quand on parle des morts du palu, ce ne sont pas les vies humaines là-bas. Les morts du Covid sont tellement importants que les morts du palu. Ne me prêtez pas les mots. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Chaque vie est importante. Conséquemment, chaque décès. Le rôle du personnel soignant, c'est de pouvoir prolonger la vie au maximum. Quand ce n'est plus possible, quand la vie n'est plus, je veux dire, l'individu n'est plus compatible avec la vie, on l'accompagne, il y a les soins palliatifs. Mais la lutte du personnel soignant, c'est de faire tout pour redonner le sourire, tant aux patients qu'à la famille. Donc, un seul décès, pour nous, c'est suffisant. Je pense que le docteur... Alors, Olive aura pas la parole, allez-y madame. D'accord. J'étais en train d'expliquer un certain nombre de paramètres pour démontrer que socialement, c'est pas réaliste de penser à un confinement. C'est pas réaliste parce que le Camerounais lambda vit au jour le jour. Parce que l'économie du Cameroun en prendrait un réel coup. On a observé qu'elle ne se portait pas déjà bien en 2020. On essaye de la relever aujourd'hui, mais avec un confinement, il ne faudrait pas qu'on calque ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, le docteur parlait tout à l'heure, elle a pris l'exemple des États-Unis avec la population, avec le nombre de décès. Mais quelle est la population qui décède aux États-Unis? Ce sont les jeunes ou ce sont les personnes âgées? Au Cameroun, quelle est la population qui décède le plus? Ce sont des personnes avec des comorbidités ou bien ce sont des jeunes de 20 à 25 ans? Quelle est la population qui décède aujourd'hui? Donc, il ne faudrait pas qu'on calque ce qui se passe ailleurs pour venir imposer dans un contexte social difficile déjà où le Camerounais cherche son pain quotidien.
où le Camerounais cherche uniquement son pain quotidien. Si vous lui dites aujourd'hui de rester à la maison de ne rien faire, comment il va nourrir sa population? Ça va créer même davantage, pas la psychose dont le docteur parle, ça va créer un état de psychose générale au sein de la population. Donc aujourd'hui, peut-être, ce qu'il faut faire, c'est avoir une approche un peu plus concertée. Quand je parle d'un peu plus concerté, ça veut dire une approche réaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on offre à la population aujourd'hui? On met l'accent sur quoi? On met l'accent sur le respect des mesures barrières. On met l'accent sur la sensibilisation. On met l'accent sur la communication. La communication en impliquant les leaders d'opinion. Parce que, autre aspect que la communication a ignoré, c'était l'implication de la société civile, l'implication des leaders d'opinion. Quelle est la communication qu'on a menée pendant le Covid-19? Enfin, disons la première vague. Je vous concède qu'on est dans la deuxième vague. Quelle est la communication fabriquée? Je ne sais pas. Le docteur estime que c'est la deuxième vague là, elle est fabriquée. Oui, peut-être. Enfin, c'est l'avis du docteur Zé. Moi, je reste sur la deuxième vague. On parle de deuxième vague aujourd'hui, mais quelle est la communication qui a été menée pendant la première vague? Est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'on a impliqué tous les acteurs. Mais le ministre, quand il fait le bilan du Covid, il a invité tout le monde, les parlementaires, la société civile. J'ai vu l'honorable Cabral Libi qui était là. Vous parlez de quel bilan? Le premier bilan du Covid, c'est-à-dire que... Ben oui, je crois que je ne me trompe pas, docteur Zé. Vous avez suivi cette réunion-là? J'avais suivi ça. Ouais. L'honorable Nitié a décliné. C'est différent. Non. Vraiment, c'était une évaluation clinique, monsieur Obama. C'était une évaluation clinique de la riposte. C'était un bilan clinique de la riposte. C'était un bilan clinique. C'est totalement différent de ce dont on parle aujourd'hui. Mais moi, je vous pose la question parce que je me suis rendu compte qu'en aval, le ministre a fait appel à tous les corps, alors qu'en amont, c'est quelques personnes qui ont été consultées. On a fait appel à tous les corps pour parler de quoi? Le bilan clinique. Si c'est clinique, ça veut dire que... Vous parlez de tout le monde, c'était... L'honorable Cabral Libi était là. L'honorable Nitié Adignette qui ne participe pas à ce genre de... Mais pourquoi enfin, je ne veux pas me faire le porte-voix de l'honorable Nitié. Je ne veux pas, mais... Je dis bien que c'était une évaluation scientifique, si vous voulez, scientifique ou clinique, voilà, si vous voulez. Ce n'était pas une évaluation, comment dirais-je, c'est-à-dire, je pense que... Global, voilà, merci du thème, global. Aujourd'hui, je pense que les acteurs du corps médical sont réunis à Créby pour une sorte de bilan Covid-19, docteur. Et il y a le bilan du Covid-19 à Créby. Voilà. Alors qu'on est en plein... On est en train de faire le bilan de la première année. Je me trompe, docteur. Les acteurs sont réunis à Créby en ce moment. C'est incroyable. Avec l'incident manager du centre des urgences. Ils sont réunis à Créby pour faire un premier bilan de la réponse. Donc, je perds le fil des idées parce que... Docteur Kimi n'a pas été invité à Créby. Je reviens. Bon, donc, pour chuter, je dis, il serait difficile de penser à un confinement parce que socialement, ça ne tiendrait pas. D'accord. Allez-y. C'est vrai que je voulais qu'on parle déjà des vaccins. Oui, mais je veux un peu appuyer ce qu'elle dit. Il y a quelque chose qu'on a l'habitude et que j'ai l'habitude de dire, même à mes étudiants, c'est qu'on ne copie pas ce qu'on ne comprend pas. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne copiez pas. Alors, on ne peut pas passer toute la vie à vouloir copier l'Occident. Tout à l'heure, le docteur parlait d'une comparaison avec les États-Unis. Moi, la méthodologie que j'ai eue à la Banque mondiale lorsque j'y étais, c'est que tout pays doit se comparer à lui-même. C'est plus objectif. Et dans la suite des choses, il faut comprendre que ce n'est pas parce que l'autre fait que moi aussi je devrais faire. Il faut comprendre le contexte dans lequel l'autre a fait telle ou telle chose. Olive a donné parfaitement bien le profil social de chez nous. Mais j'ai envie de dire ici que si on entre dans les questions de confinement, il y aura confinement peut-être parce qu'on va demander aux gens de ne pas arriver en route. Mais comment vous allez faire dans des familles où moi je suis souvent arrivé quand je suis sur le terrain, où vous avez des cours communes, où vous avez pratiquement 70 personnes qui y vivent. Comment vous allez faire pour les confiner?
Comment vous allez faire pour que ici, chez nous, avec un enfant qui faut et tout est jamais. Qu'est-ce que ça et, et dit quelque chose. En communication, on parle de CCC, communication pour le changement du comportement. C'est la plus difficile. Parce qu'effectivement, on peut communiquer pendant 100 ans et on va jamais voir de changement de comportement. Donc, je pense que l'élément fondamental que vous avez tous les deux évoqué, c'est la responsabilité. Et moi, j'ai envie de dire la responsabilisation de chacun. La population. De chacun. Parce qu'en fait, quand on dit population, corps médical, nous, on est tous dedans, en fait. On est tous... je veux dire que moi, j'ai dû rappeler à une maman un jour que, en fait, je ne suis pas tombée du ciel, ok, avec une blouse. J'ai une maman qui m'a accouché, qui s'inquiète pour moi quand je suis à l'hôpital. Donc, on est tous dans le même panier. Mais il faut que chacun de nous soit responsable par rapport à sa santé. Parce que c'est d'abord la santé, c'est-à-dire que c'est la santé individuelle, c'est-à-dire que c'est moi qui ressens le mal de tête, qui ressens ceci ou cela, etc. Et dans ce processus-là, chacun doit pouvoir jouer sa partition, jouer son rôle. Le gouvernement a un rôle prépondérant à jouer, la population a un rôle à jouer, le corps médical, tout le monde, on a parlé tout à l'heure des transports, etc., etc. Donc la sensibilisation va entraîner donc une responsabilisation de chacun et qui va aboutir, on l'espère, au changement de comportement. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent À porter de le mettre masque. le masque systématiquement? Ils ont fait ça comment? Ils continuent de mettre le masque. Mais il y en a qui ne... Il suffit d'entrer dans un taxi lambda, discuter un peu, 2 secondes, vous allez entendre... Là, je vous donne Vous allez raison. entendre beaucoup de choses. Là, je vous donne raison, docteur Kemer. Je voudrais dire quelque chose. Allez-y. Quand on a
quand on a décidé que le masque est juste un passe pour entrer quelque part, ça donne ce genre de comportement. Vous voyez par exemple, vous voyez par exemple, moi je vais dans une base militaire par exemple, et on vous dit à l'entrée, vous devez avoir le masque. Vous achetez votre masque, si vous le mettez, vous entrez, et une fois traversé le seuil du portail, vous pouvez l'enlever. Et personne ne vous fait rien. C'est-à-dire que c'est juste un passe pour pouvoir traverser. Vous arrivez dans beaucoup d'administrations. On vous dit, si vous n'avez pas de masque, vous n'entrez pas. Vous achetez le masque, il suffit de l'avoir à main. Vous entrez. Et vous voulez que les gens fassent quoi pour comprendre que c'est une blague, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a rien qui démontre en quelque sorte le sérieux que nous sommes en train de faire dans cette histoire. Même dans les supermarchés, c'est la même chose. Il suffit d'avoir le masque à main, vous entrez. Si vous ne l'avez pas, vous n'entrez pas. Donc, le masque est devenu juste un mot de passe pour pouvoir entrer dans certains endroits. Et vous voulez comment? Avec des signaux pareils, vous voulez que les populations prennent la chose au sérieux comment? Le problème de discipline, c'est un problème camerounais. Ce n'est pas, il n'est pas seulement camerounais. Il n'est pas seulement camerounais. Je vous l'accorde, il n'est pas seulement Voilà. camerounais. Ça veut dire que ce n'est pas un problème seulement du Covid-19, c'est un problème de la santé, Bien de sûr. l'être humain de Bien manière sûr. générale. Bien sûr. C'est pour ça que tout le monde doit s'impliquer dans cette équation. On est clair aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on respecte les mesures barrières qui ont Absolument. été présentées par le chef de l'État. Même si on peut critiquer la riposte, ce qu'il y avait à faire, mais vous également là-bas au ministère, essayez d'écouter. Voilà le docteur Zé qui parle. Il a écrit un livre. Le docteur Zé a écrit un livre. Il parle chaque jour. Écoutez-le, convoquez-le, qu'on écoute quelles sont ses propositions. Parlons du vaccin maintenant au livre. Vous avez fait un post qui a été surabondamment partagé. Vous nous annoncez que grâce à ces COVAX, c'est quoi bien, je ne me trompe pas, qu'on aura quelques vaccins qui arrivent au Cameroun d'ici samedi prochain. Quelle est la situation au niveau des vaccins? Est-ce qu'on les aura au Cameroun? Qui sera et quels sont les personnes qui seront pris en charge en premier? Est-ce qu'on a réellement besoin du vaccin? Alors, je ne peux pas répondre par oui ou par non. Je vais donner des éléments. Je vais donner des éléments, monsieur Obama. L'arrivée du vaccin ou pas? Je vais donner des éléments. Avant l'émission, j'ai appelé quelques personnes. Il y a le directeur de publication de Notre Santé, monsieur Mbengboum, qui confirme que samedi prochain, les vaccins sont là. Je vais donner des éléments, monsieur Obama. Vous demandez s'il faut un vaccin au Cameroun. Certainement qu'il faut un vaccin, mais ne nous focalisons pas sur le vaccin. Pourquoi? Parce que même s'il y a le vaccin ne va pas couvrir la totalité de la population. On parle bien de 70% de la population. On parle de 70% de la population, le ministre l'a réitéré. Donc, le vaccin ne va pas couvrir la totalité de la population. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est... Alors, est-ce que déjà, vous avez demandé qui sera, quelles sont les personnes qui recevront ce vaccin? C'est d'abord les personnes souffrant de comorbidité, c'est le personnel de santé. Voilà les premières cibles qui vont recevoir le vaccin. Voilà, les premières personnes. Donc, si avec tes 70%, supposons que le personnel de santé, c'est peut-être 40%. Les personnes souffrant de... Je dis des choses comme ça. Les personnes souffrant de comorbidité, c'est 20%. Il restait 10%. Est-ce que la population du Cameroun... Il restait 10% dans la population du Cameroun? Non. Donc, dans les 70%, on fonde beaucoup d'espoir dans le vaccin, c'est vrai. Mais ce vaccin, n'oublions pas qu'il ne va pas... il ne sera pas pour tout le monde. Ne l'oublions pas. D'où la nécessité de respecter les mesures barrières. D'où la nécessité d'accentuer la sensibilisation, la communication autour du respect des mesures barrières. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, oui, aujourd'hui, on parle beaucoup des vaccins, mais n'oublions pas qu'on va acheter ces vaccins. Les devises qu'on va laisser ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas les réinvestir dans le respect des mesures barrières? Je reviens encore dans le respect des mesures barrières. Est-ce qu'on ne peut pas les... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'achat des masques? Acheter les sous-maçons. Monsieur Zé. C'est-à-dire les masques, l'achat des masques, c'est-à-dire s'assurer qu'on a des seaux d'eau, du savon pour se laver les mains à tous les endroits possibles, c'est-à-dire à tous les coins de la rue si vous voulez. Est-ce qu'on ne peut pas investir dans le respect des mesures barrières? Aujourd'hui, les industries en Europe
on a cherché une solution qui allait permettre que les devises en Europe restent en Europe. Vous avez vu les Européens venir acheter, par exemple, des solutions thérapeutiques au Cameroun ou bien en Afrique. Non, ce sont eux qui ont créé leurs solutions thérapeutiques, ils ont fabriqué leurs solutions thérapeutiques. Les devises restent là-bas. Or, le Cameroun va laisser des devises ailleurs. Donc, on parle aujourd'hui de vaccins, c'est vrai, mais alors, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut voir à côté du vaccin. Le vaccin, premièrement, ne va pas assurer, ne va pas couvrir toute la population. D'accord. Vous savez dire qu'on n'est pas contre le vaccin alors? Non, je ne suis pas contre le vaccin. Je ne suis pas... Mais maintenant, c'est comme je l'ai indiqué, je ne suis pas contre le vaccin, mais ne fondons pas tellement d'espoir dans sur le vaccin. Voilà. Avant d'écouter le docteur Kémé, docteur Zé, il y a certains scientifiques, j'ai reçu un docteur ici, qui estimait d'ailleurs qu'il y a des vaccins qui ne sont pas des vaccins. Passez-moi cette étymologie. Il a parlé de AstraZeneca, qui n'est pas un réel vaccin. Il a parlé également de Pfizer, son vaccin n'est pas terrible. Mais le vaccin russe et chinois est acceptable. Mais quand on regarde le comportement, du moins les résultats qu'on a eus pendant la première vague, je suis d'accord avec vous qu'on est toujours dans la première vague, il y a peut-être eu des lenteurs et quelques errances au niveau de la communication au ministère de la Santé. Mais bon, peut-être parce qu'il n'y avait aussi pas beaucoup de cas à l'époque. Hein. Ça peut se comprendre, hein, docteur Kémé. Ne faites pas un procès. S'il n'y a pas les cas, au ministère, on peut dormir un tout petit peu en se disant que c'est bon, on est en paix, il n'y a plus assez de cas. Mais il reste que, est-ce que l'argent qu'on va dépenser, parce qu'il y a une petite pirouette, là on fait quoi? Que les vaccins, c'est l'Union africaine, qu'on offre une certaine dose gratuitement, une certaine partie gratuitement, mais on va acheter. L'argent qu'on va dépenser pour acheter les vaccins, est-ce qu'on ne peut pas donner cet argent à M. Cléda, à Mme Payou, à Mme Brown, que j'ai reçu ici à l'émission, pour qu'on développe les thérapies africaines qui ont été jusque-là efficaces? Je me souviens, Mme Dr Kémé, à l'époque, on parlait de quelques thérapies africaines qui étaient efficaces. Pourquoi on ne peut pas creuser cette voie-là? En fait, c'est le syndrome d'un monsieur qui préfère la maison du voisin à sa propre maison. C'est en fait ça le souci que nous avons. C'est-à-dire, vous avez un monsieur qui préfère vivre chez le voisin que de vivre chez lui, que d'arranger sa maison pour que ce soit mieux que celle du voisin. Je le dis parce que l'un de mes combats, en fait, dans tout ce que je fais comme recherche depuis des années, c'est que je m'étais rendu compte que les systèmes de santé africains sont faux. Ça, il faut le dire, c'est faux. Ils sont faux. Ils sont faux, totalement. Pourquoi? Parce que dans la conception des systèmes de santé, il était dit que les systèmes de santé africains doivent se former ou alors doivent se construire autour de la médecine traditionnelle africaine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la médecine traditionnelle africaine est la principale médecine et la médecine moderne est la médecine alternative. C'est le contraire qu'on a. C'est le contraire. C'est pour cela que les je dis. médecines africaines sont alternatives. C'est pour cela que je dis les systèmes de santé africains sont faux. Et à partir de là, vous voyez donc bien évidemment que nous sommes dans une logique où nous allons toujours préférer la maison du voisin. Ce qui est tellement lamentable dans l'affaire, c'est que, je le dis dans mon dernier ouvrage, que il y avait le paludisme en Europe, au même titre que c'est en Afrique aujourd'hui. Partout en Europe, en France, même aujourd'hui en France, il y a des zones où il y a encore la nouvelle femelle. Ça existe. Mais on n'en parle pas. Si vous voulez les meilleurs antipaludiens, c'est en France. Comment les Européens ont fait pour combattre le paludisme? Ils soignaient le paludisme avec les écorces qu'ils venaient prendre en Afrique. Et c'est avec ces écorces, ils prenaient en Afrique et en Amérique du Sud pour aller faire des médicaments traditionnels chez eux pour boire. Mais aujourd'hui, on veut faire comprendre aux Africains que pour boire une écorce qui vient de derrière sa maison, il faut que ce soit certifié occidental. Et ils acceptent ça volontairement parce que c'est le syndrome de l'homme qui vit chez le voisin et qui déteste sa propre maison. Comment comprendre qu'avec toute la richesse que l'Afrique a et avec toutes les preuves que certains ont démontrées pendant la période de Covid, qu'aujourd'hui nous soyons encore en train de courir derrière le vaccin parce que
le vaccin a été fait justement chez le voisin et qu'on estime que c'est chez le voisin que c'est mieux. Quand bien même ça vient de chez le voisin, on ne regarde pas. On ne se pose pas la question est-ce que c'est bon ou pas. Parce que je n'ai pas encore entendu depuis une étude qui a été faite ici sur place pour vérifier l'authenticité ou alors la qualité des vaccins qui va être mis sur le marché. Donc, il y a tout ce problème qui se pose aujourd'hui que il faudrait qu'on comprenne que si nous voulons construire notre Afrique, si nous voulons construire nos systèmes de santé, il faudrait qu'on revienne à la base. Les Européens en ont bénéficié à un moment donné et ils nous ont démontré après que ce n'était pas la meilleure chose. Ayant déjà bénéficié de tout ce que nous avons et ils continuent d'en bénéficier. Pourquoi est-ce que nous dirigeants, parce que j'ai attendu ça pendant toute l'année 2020, de voir que on va avoir une initiative bien ficelée et bien adaptée à une riposte par la médecine traditionnelle. J'ai juste vu à un moment donné quelques audiences fallacieuses pour recevoir, je ne sais pas, pour recevoir Monseigneur Cléda et quelques personnes. Et après, on n'a plus jamais entendu parler de quoi que ce soit. Vous vous imaginez dans un pays comme le Cameroun, où vous avez le budget du ministère de la Recherche scientifique qui est de, je pense, 4 milliards. Je crois ça doit être 6 milliards, quelque chose comme ça là. Vous voyez, ça démontre déjà tout le manque de sérieux que nous avons dans le développement de l'intellect africain et camerounais en particulier. Il faut qu'on comprenne cela. Le voisin fait ces choses pour gagner sa vie. Le voisin va certes venir nous dire que voilà les vaccins, nous allons vous donner quelques vaccins gratuits, mais en réalité, il y a un coût derrière tout cela. Il y a un coût qui existe derrière tout cela. Et ce coût est non seulement formé des coûts directs et des coûts indirects. On va certainement en parler. D'accord. Docteur Kémé, est-ce qu'il y a un protocole Covid au Cameroun? Parce que là, on tourne. Dans certains pays, on sait qu'il y a déjà un protocole qui a été arrêté. Quand quelqu'un a le Covid, on sait ce qu'il prend. Attention, vos micros sont ouverts. On sait ce que la personne prend. Tantôt, c'est... Je ne sais pas s'il devait donner le nom des médicaments en question à la télé. Quel est le protocole Covid arrêté par le Cameroun? Je pense qu'il ne faut pas quand même insulter l'intelligence de tous les Camerounais, les scientifiques. Et je tiens à saluer donc tous les personnels qui ont travaillé à l'élaboration de ce protocole. Il y a un protocole, il existe un protocole Covid, il est connu. Il a même été publié et il a aidé donc nos pays, amis et frères voisins également à évoluer dans leur prise en charge du Covid. Donc il y a un protocole. Mais vous ne voulez pas en parler? Comment? C'est quoi le protocole? Le protocole, pourquoi ne pas en parler? Parce que nous sommes dans un pays où, ne pas en parler peut-être en détail, hein, c'est-à-dire que je suis en train d'en parler. Nous sommes dans un pays où on est friand d'automédication. Ah, vous avez pas question de le protocole à l'antenne? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis encore en train de parler. Non seulement on est friand d'automédication, mais en plus de ça, on ajoute donc nos médicaments traditionnels. Donc on peut partir de la dose thérapeutique à la dose toxique très rapidement et se retrouver avec une hépatite toxique, une insuffisance rénale, etc., etc. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que le protocole est individualisable, c'est-à-dire patient dépendant. Ce qu'on donne à un patient qui a 35 ans, qui est jeune, qui travaille, etc., qui monte, qui descend, qui est mince, ce n'est pas ce qu'on va donner à un patient qui a 38 ans, qui est obèse, qui est sans emploi, qui est ceci, ou bien à un patient qui a 75 ans, qui est hypertendu, insuffisant rénal, etc., etc. Donc, le protocole diffère en fonction des personnes. Oui, il y a des ajustements sur la base donc de la physiopathologie du Covid-19 et comment est-ce qu'elle se comporte de manière générale. Donc, c'est vraiment personnalisable. Mais sinon, il y a des molécules, usuelles qui ne changent pas. Non, pas un protocole fixe. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans le protocole, il y a des particularités. Le protocole